Gamelier. Yes. Je vais vous faire une petite présentation de Shtomeleux, qui est le premier jeu de plateau certifié HTML5. Déjà, on va dire un peu qui je suis. Je suis Bowser, Olivier Chambon. Barbu en chef sur la grotte du Barbu. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un podcast vidéo bizarroïde où je fais plein de trucs, j'ai été développeur web pendant plus de 15 ans et maintenant je suis fab manager, ce qui ne veut absolument rien dire comme terme. Je vais remettre mon micro parce qu'il est en train de se barrer. Au Rural Lab, à Néon-sur-Creuse. Je vous en parlerai peut-être un peu à la fin. Et qui est l'autre acteur majeur de Shtomeleux, c'est Pascal Mali. On applaudit. Qui est illustrateur, directeur artistique, podcasteur, je sais pas trop, plein d'autres types, et qui est présent sur Instagram avec son copain Bob Le Feutre. De quoi je vais parler aujourd'hui? Je vais parler de Shtomeleux. Olivier, excuse-moi, ton micro, vas-y, tu le réorientes vers ta Je le réoriente dans mon sens. Ouais, parce que là, on... Ah oui, dans la barre. dans la barre. Là, c'est bon? 1, 2, 3. Non, ça marche pas. Ça marche pas? Le sur le côté gauche. J'ai changé les piles en fait. Oh là là. Je suis désolé, il y a un petit souci. Sinon, tu peux le faire avec ce Il est micro. pas sur lui? Si tu veux, hein, c'est pas tu veux. Je suis désolé. Ça me dérange bien. Peut-être pour une punition. Ça fonctionne, Alex, Raphaël. Ça marche. 1, 2, 3, 4. Ouais, ça marche. Check. 1, 2. Ça s'appelle SingStar, pour ceux qui connaissent. De quoi je vais parler aujourd'hui? Je vais parler de Shtomeleux, qui est le premier jeu de plateau certifié HTML5. Qu'est-ce que c'est donc ce projet Super Zarbi? Donc d'abord, je vais parler de la genèse du projet. D'où vient ce projet? Déjà, la première chose, c'est que j'adore jouer aux jeux de société en général. Donc des jeux nouveaux, des jeux anciens, des jeux bizarres, tous les jeux. J'aime bien jouer, j'aime bien perdre et gagner éventuellement, mais perdre en rigolant, c'est mieux. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a complètement aucun jeu dans la thématique de mon travail, qui était le développement web. Il y a des trucs sur, je sais pas, l'heroic fantasy, la science-fiction, il y a même des jeux porno, mais rien sur le web, rien sur l'informatique, ou pas grand-chose, ou des jeux très chiants en fait. La troisième chose, c'est que j'ai jamais mis les pieds dans ce domaine, dans la création de jeux, et dans la création de jeux de société en particulier. Et que moi, quand on me dit que j'ai pas le droit de me mettre dans un domaine, eh ben, ça m'énerve, et donc j'ai envie de faire un truc. Ensuite, il y a d'autres éléments qui sont que c'est éventuellement un bon moyen d'apprendre aux gens qu'est-ce que c'est le langage HTML, et accessoirement d'expliquer à mes parents qu'est-ce que j'ai fait comme boulot pendant les 15 dernières années. C'était difficile à expliquer. Une autre chose qui était intéressante dans ce truc-là, c'est que en général, aujourd'hui, les créateurs de jeux, ils prennent un truc qui existe dans le monde physique et ils essaient de le numériser. Donc, vous faites la vaisselle, vous faites un jeu sur faire la vaisselle. Vous, je sais pas, vous êtes sur la route, vous faites un jeu sur les gens qui se font travailler sur la route. Moi, je voulais prendre le processus complètement à faire. Prendre un truc qui est complètement numérique, c'est-à-dire une page web, et la rendre physique. Donc, ce qui est complètement bizarre et ce qui est bon. Et la dernière chose, c'est des potes qui m'ont dit, même pas capable de faire ça. Donc j'ai dit, fuck you, et je le fais. Ce qui est très cool. Le principe de Shtomeleux, en quelques mots, qu'est-ce que c'est? Alors d'abord, il faut que ce soit accessible aux noobs, c'est-à-dire les gens qui n'ont jamais vu du code HTML, il faut qu'ils puissent y jouer. Si vous faites un jeu et qu'il est super élitiste et prévu pour je sais pas, des gens entre 17 à 23 ans et qui ont un PhD en je sais pas trop quoi, votre jeu, il ne marchera pas. Et ce sera nul. La deuxième chose, il faut que ce soit un jeu marrant. Les jeux éducatifs, c'est chiant, je vous le dis. Si sur une boîte vous voyez jeu éducatif, courez, parce que ça va être un jeu chiant. Il y a peut-être des exceptions, je ne sais pas si vous en connaissez. Moi, j'en connais pas. Parce que le principe d'un jeu, c'est d'abord que ce soit drôle. Si éventuellement vous apprenez un truc, c'est mieux. Si déjà vous vous marrez, c'est déjà une bonne chose.
Donc c'est ça, éventuellement didactique. Donc vous pouvez peut-être éventuellement apprendre un truc, mais c'est pas sûr. Un élément aussi fondateur, c'était pas trop cher. Aujourd'hui, les jeux de société, c'est entre 10 à 60 euros, suivant le nombre de pièces, les machins, les bidules. Je voulais faire un jeu qui soit accessible. Et un point important, je voulais aussi que mes potes puissent se marrer en jouant à ce jeu-là. Parce que d'abord, je l'avais fait pour moi, et ensuite pour mettre leur race à mes potes qui venaient à la maison. Donc qu'ils puissent l'apprécier à plusieurs titres. Un, parce que j'étais pas trop loin de la sémantique HTML. Deux, parce qu'il y avait des blagues pourries dans le jeu, et des blagues drôles, ou pas. Le dernier élément, mais qui est super important, je voulais qu'il soit en Creative Commons, pour que tout le monde puisse y jouer. Donc, tu peux mettre les thunes, ben, tu as la boîte physique. Tu peux pas mettre les thunes, ben, tu chopes le PDF, tu l'imprimes, tu te découpes tes petites cartes, et tu peux y jouer. Tu peux même créer tes propres cartes, tes propres règles. Ouh là là, comment c'est trop bien. Voilà pour les principes de base. Ensuite, la conception. Alors, j'ai jamais conçu un jeu de société. Donc, je me suis basé un peu sur les choses que j'ai appris en jouant à d'autres jeux. Très très vite, je me suis aperçu que le principe du jeu de société avec un plateau, c'était un peu pourri. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai considéré que la table, en fait, en elle-même, c'était le plateau. C'était notre terrain de jeu pour mettre les différentes cartes. Donc le jeu est basé principalement sur des cartes qui reprennent les balises HTML standards. Je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est, vous savez ce que c'est qu'une balise HTML. Détruire non, lever la main, sauter sur place. Et donc en gros, les cartes principalement, ce sont des balises HTML, donc des balises qui s'ouvrent, qui se ferment, avec des attributs, etc. etc. Et pour rendre le jeu un peu marrant, parce qu'on revient au truc précédent, il faut que ce soit drôle, j'ai créé des cartes événements. Donc des cartes événements sympas où on peut se protéger, où on peut améliorer ce qui va se passer, et aussi des cartes chiantes, parce que c'est ça qui est rigolo. Pour vous expliquer en gros, un peu de théorie, en gros il y a 3 écoles de jeux de société. Il y a l'école allemande, qui est on est tous copains, on s'aide, on va aller vers un futur meilleur. Il y a l'école américaine qui est on suit des coups de pied dans les jambes, on essaie de faire tomber les autres parce que c'est moi le plus fort et si j'écrabouille les autres, c'est tant mieux. Et il y a l'école française qui est on s'aide, mais si je peux te mettre la tête dans le seau pour rigoler, ce serait quand même marrant. Donc c'est un peu le principe. Et j'ai suivi complètement le truc de l'école française. C'est quand même ce qui est le plus marrant. On s'aide, mais s'il y a moyen de te filer une baffe, on peut quand même se marrer. Donc, la construction de la page, qui est représentée en gros par votre table, se fait de façon collaborative, ou presque, parce que vous pouvez faire des coups de pute à droite à gauche, ce qui est rigolo. Et bien sûr, on inclut toujours des blagues pour les devs web, parce que c'est rigolo, et parce que c'est principalement fait pour eux. Donc la conception du jeu s'est fait relativement facilement, puisque il y avait des cartes, j'ai mis des balises, j'ai rajouté des trucs qui étaient rigolos, et puis ça s'est fait au fur et à mesure. Pas de plan super précis, mais au fur et à mesure. Alors, voilà. Là, on passe au côté un peu sympa, qui est, on a une idée, maintenant il faut passer à un truc réel. Donc des vraies cartes, des trucs qui se touchent. Et donc, c'est le début du prototypage. Donc, je sais pas, je crois que j'ai une image après. Voilà. Par exemple, quelle taille pour les cartes? Ici, vous avez les cartes standards qui sont de mémoire 88 par 63, qui sont les cartes de jeu comme du poker, qui sont très bien, sauf que quand vous avez 102 cartes sur la table, il faut avoir une table qui fait 5 mètres par 3. Donc, vous diminuez votre taille, vous voyez que vous arrivez à en mettre une cinquantaine et vous diminuez encore. Et le principe, c'est d'arriver à, pas ça, mais que les cartes soient jouables et que vous puissiez les poser sans avoir une table de 5 mètres par 2. Donc maintenant que vous avez la taille des cartes à peu près, il faut savoir combien de cartes est-ce que vous allez mettre dans votre jeu. Et là ensuite on en reparlera après, c'est directement lié à la production, c'est-à-dire les imprimeurs vont vous dire combien de cartes vous pouvez mettre dans votre jeu, sinon c'est chiant pour eux. Et ensuite, alors ça c'est la galère, c'est la répartition. Donc sur d'autres jeux que je suis en train de prototyper, j'ai mis en place une espèce de routine en PHP qui m'aide à calculer la répartition des cartes. Là, je l'ai fait complètement au pif.
J'ai fait tiens, je vais mettre 3 diés, je vais mettre 2 P, etc. Blablabla. Et on a fait des parties de test. Donc j'ai un peu embarqué tout le monde, ma fille, mes voisins, des potes qui passaient, et j'ai testé le jeu. J'ai testé le jeu, j'ai vu que c'était foireux, j'ai réparti les cartes, j'ai retesté, j'ai réparti, etc. C'est un processus d'itération qui est super relou, mais qui est super important. Si votre jeu est déséquilibré, vous allez avoir un jeu de merde. Donc si jamais il y a un peu de hasard dans votre jeu et que votre jeu est profondément déséquilibré, même si la personne est nulle, elle va gagner, alors que si quelqu'un est très intelligent et très bon, avec une stratégie au top, il a reçu les mauvaises cartes, il va perdre. Donc ça veut dire que votre jeu n'est pas bien équilibré. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis l'élément important. Et l'accessibilité. C'est super important que vos cartes soient lisibles. On va reprendre l'exemple d'un jeu de science-fiction ou de règles fantasy. Il y a plein d'arabesques partout, de trucs bizarroïdes. Ici, on est dans du langage HTML. Il faut que ce soit lisible. Et surtout, encore une petite blague pour les développeurs web, on a inclus dans les cartes de la colorisation syntaxique. Voilà. Donc là on voit le prototypage des cartes. Alors un autre élément qui est rigolo du prototypage des cartes, je ne sais pas si les gens connaissent ça, c'est une machine pour faire les coins et qui potentiellement vous file aussi des tendinites au bras. J'ai découvert il y a quelques semaines qu'il y avait des trucs beaucoup plus pratiques. Mais en gros, si vous faites des cartes et que vous laissez les coins, vous allez vous faire des entailles dans les mains, parce que les cartes, ça fait de bobo dans les mains quand ça rentre dans les mains. Donc vous allez passer quelques heures à faire les coins des cartes. Mais ça vaut le coup. Et donc là, on voit un des premiers prototypes où, en gros, le principe c'était d'avoir 6 cartes dans la main, qu'on puisse les tenir dans la main et qu'on puisse voir les valeurs et les différents trucs. Donc vous voyez que c'est quand même des prototypes assez basiques, faits à la main. Mais ça marche, ça permet de prototyper. Ensuite, on passe à la mise au point. Qu'est-ce que c'est la mise au point? Vous avez défini la taille des cartes. Vous avez défini plus ou moins les cartes qui vont être en jeu. Là, la deuxième chose, c'est de définir correctement les règles. Quand est-ce que vous piochez, quand est-ce que vous donnez, quand est-ce que vous pouvez poser des cartes, etc. etc. Et on passe bien sûr par des parties de test. Tout le temps. Je sais pas combien, j'ai pas compté le nombre de parties de test qu'on a dû faire, ou que j'ai fait faire à d'autres. Parce que c'est bien aussi de filer du boulot aux autres. Encore, répartition des cartes, on enlève une vie, on rajoute un truc, on relance des parties de test, etc. etc. Un conseil, si vous pouvez automatiser ça, faites-le, parce que sinon c'est chiant. Et j'ai eu l'aide de 2 personnes, Pim, qui n'est pas là, ou le vilain, qui sera plus, qui m'a aidé à prototyper les premiers jeux, et surtout qui m'a aidé à faire pas mal de parties de test et à clarifier certaines règles. Et Krillin, qui a été une grande aide, qui bosse dans une boîte d'infos et qui a obligé ses collègues à jouer tous les midis. Qui a fait des parties de test et surtout qui m'a balancé des rapports genre de 3 pages par mail avec les trucs qu'il pensait, etc. Si j'avais été un game designer professionnel, j'aurais pu m'offusquer des remarques que certains auraient pu dire sur mon jeu qui était déjà merveilleux, mais en fait c'est complètement débile d'être comme ça. Les remarques sont toujours bonnes à prendre, en particulier quand ça vient de gens qui jouent énormément. Et quand on est à cette phase-là, de la mise au point, c'est super intéressant d'avoir le retour en temps réel par rapport aux changements qu'on peut faire sur des cartes à droite à gauche. Certaines fois, des remarques ne font pas plaisir, mais en général, quand elles ne nous font pas plaisir, ça veut dire qu'ils ont touché un point et il faut creuser ce point-là. Et ça s'est vérifié. Toutes les remarques que Krillin avait faites qui m'ont fait chier, en fait, c'était les bonnes remarques. Et en creusant un peu, j'ai vu que ça a amélioré le jeu. Donc, vous avez 2 façons d'aborder ça. Soit vous dites c'est mon travail et personne n'y touchera, vous avez tous tort. Ou soit vous dites c'est d'abord le jeu en premier et la jouabilité. Et donc vous prenez en compte les remarques et vous faites des parties de test et vous voyez qu'ils ont raison. Ou pas. L'importance du graphisme, bien sûr. Pascal, tu vas venir nous parler de l'importance du graphisme. Ça va pouvoir m'habiller un petit peu. Ah oui, c'est ça.
Bonjour, Pascal Mavie, 34 ans, je ne suis plus célibataire. L'importance du graphisme. Dans le cas de Olivier, ce qui était compliqué, c'est qu'il fallait que le graphisme du jeu reste très lisible. Donc il ne pouvait pas se permettre, en plus l'univers en lui-même est du code, donc ça ne permet pas beaucoup de liberté graphique. Donc il fallait trouver quelque chose qui était simple et qui était sexy, c'est-à-dire que les gens aient envie de jouer quand même. C'est une des contraintes que m'a donné Olivier, c'est-à-dire qu'il m'a dit voilà, il faut un design sympa, sexy, mais qu'en même temps, ça reste jouable. Donc finalement, ce qu'on a fait très vite, c'est qu'on a joué sur les couleurs. C'était la partie qui nous permettait le plus possible de donner de l'intérêt graphique au jeu. C'est-à-dire qu'au début, quand Olivier m'a présenté le jeu, c'était les textes qui étaient colorés, et on est très vite parti sur des aplats de couleurs qui permettaient tout de suite, dans la main, de repérer quelle carte on avait et à quoi elle correspondait. Je lis en même temps le slide parce que le jeu doit rester au centre de la jouabilité. Oui, bon, c'est ce que je vous disais, on a essayé de trouver un graphisme qui ne prenait pas le dessus, qui ne polluait pas le jeu, puisqu'en fait, la partie, plus on avance, et pour ceux qui ont joué à Ch'teau-Meuleux, je pense que vous avez dû remarquer, il y a une sorte de fluidité qui vient naturellement, où on pose les cartes très facilement, et donc il ne fallait surtout pas qu'on ait besoin de réfléchir sans cesse à savoir quelle carte on a posée, est-ce que c'est bien ce qu'on voulait faire. Donc voilà, il fallait que ça soit très didactique, excusez-moi, tenter de simplifier au maximum, et aussi se faire plaisir, bien sûr, parce qu'il fallait que ça reste fun. Et comme l'a dit Olivier précédemment, dès le départ, il y a eu des enfants qui ont été dans le jeu, dans les parties de test, il y a eu des personnes qui n'avaient rien à voir avec le monde de l'informatique. Et l'idée, c'était tout simplement qu'eux aussi aient plaisir à se mélanger dans la partie sans avoir la sensation d'être exclus naturellement par le jeu. Donc c'est pour ça qu'on voulait que ça reste sympathique. Donc ce qu'on a fait, c'est que comme on était parti sur un budget très serré, parce qu'on tentait un mode de financement qui était assez nouveau au départ, et qu'on ne savait pas comment ça allait réagir, on avait serré le budget, donc on s'était dit, bon, on va faire un design très basique, très classique, très vectoriel presque pour les cartes. Et à côté de ça, on va essayer de donner de la personnalité à chaque joueur, c'est-à-dire que chaque joueur représentant un navigateur, mais ça je pense qu'Olivier va parler plus tard dans les slides, si je ne dis pas de bêtises. On avait dit qu'on allait faire un dessin beaucoup plus sympathique, beaucoup plus personnel pour représenter chaque navigateur, et qu'on garderait sur les cartes un graphisme informatif, mais en même temps évident et joli. Enfin, pour nous. C'est bon? Oui. Je ne sais pas ce qu'il y a sur le sud. Je sais pas non plus, mais surprise. C'est l'autre. Non, ça c'est avant. Alors, on allait au financement participatif. Voilà. Mais on peut peut-être... Dis-moi si tu veux que je développe un peu plus. Ou je peux peut-être... Déjà, combien de gens ont joué à Ch'teau-Meuleux ici okay. Je peux peut-être... C'est ça que c'est un truc que j'ai oublié de parler, mais peut-être expliquer un peu les règles super rapidement en 2 minutes. Pour que les gens y comprennent. Non? Partagez le micro. Je te pique le micro. Prends-moi le micro, espèce de bien. En gros, le principe de Ch'teau-Meuleux, il est super simple. Donc ça se joue de 2 à 5 joueurs. Chacun joue le rôle d'un navigateur web. Donc vous êtes Opera, Safari, Chrome, Firefox et j'en ai oublié un, Internet Explorer pour le 5e qui n'a pas de chance et qui tombe sur Internet Explorer. Bien sûr, vous avez des cartes en main qui vont vous permettre de collaborativement créer une page web. Vous allez avoir des cartes événements qui vont vous permettre de faire chier les voisins, de vous améliorer ou de vous défendre contre les navigateurs qui essayent de vous courir à droite à gauche. Et il y a 2 façons de finir la partie. Soit vous faites 10 lignes et la dernière est valide, c'est-à-dire tous les tags ouverts sont fermés, ou vous posez le tag /HTML qui finit la page, et là vous additionnez toutes les lignes qui sont valides et vous retirez de votre score toutes les lignes qui ne sont pas valides. Ça paraît pas évident quand je le dis, mais en fait quand on y joue, c'est pas si compliqué que ça. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est que pour ceux qui sont vraiment nuls en HTML ou qui n'ont jamais touché à du code, on a mis des petits signes, des pictogrammes qui vous permettent de savoir si vous pouvez mettre, par exemple, est-ce que je peux mettre une image à côté d'un bidule. Vous faites coïncider les cartes, si les signes y correspondent, ça veut dire que vous pouvez mettre cette carte-là. Et donc sans vraiment vous en apercevoir, vous apercevez que oui, à l'attribut image, on peut mettre une source, mais on ne peut pas mettre un href, qu'on peut mettre un texte après une ouverture de balise, mais pour cette balise, il faut qu'elle soit fermée. Donc sans vraiment vous en apercevoir, vous suivez les recommandations de la W3C.
Voilà. Donc déjà, on pourrait parler un peu de comment on est venu à collaborer. En fait, de façon super simple, j'ai prototypé le jeu et à un moment, j'ai regardé la tronche des cartes. Et j'ai fait, ça le fait carrément pas. Il faut que je trouve un graphiste, il faut que je trouve un illustrateur parce que ça va être moche. J'ai essayé de scanner un peu dans mes connaissances, chercher un truc un peu organico-mécanique. J'avais vu les trucs que Pascal faisait avec à l'époque Instagram, qui maintenant est un prographe. Et je dis merde, c'est exactement ça. Donc je t'ai envoyé un mail, on s'est téléphoné, je t'ai dit ouais j'ai un projet Barjo, il a dit oui et voilà. Vas-y. Ce que je dois dire, c'est qu'au départ, ton idée graphique était beaucoup plus complexe que ce que nous avons produit à la fin, parce qu'on s'est vite rendu compte que j'ai un univers graphique qui mélange un peu mécanique, un peu bordélique. Et là, au contraire, il fallait que ça soit super didactique. Donc finalement, il y a eu même là une évolution. Mais je pense que c'est ça où... Non, je t'en prie, non, mais je pense que c'est ça qui est super important, c'est savoir où sont ses limites. Je sais que dans le graphisme, je suis nul. Il n'y a qu'à voir comment je me fringue, voilà, tu vois, c'est pas... Non, mais c'est pas très compliqué de savoir où sont ses limites et de savoir identifier ses limites et trouver les personnes qui vont complémenter ça. Et en disant, si tu as un projet qui reste ouvert, avec un esprit ouvert, tu prends les critiques et les améliorations et tu les intègres au projet. Et moi, dans un premier temps, j'étais parti vraiment pour prendre un graphiste en disant, je prends un graphiste, il me fait le graphisme, il se barre. Voilà. Et en fait, on a vraiment fait une collaboration où il a apporté plein de trucs. J'ai complété des bidules, enfin voilà, et ça a été une vraie collaboration. Et pas juste, tu me fais le graphisme et bah, il a eu plein de trucs vachement intéressants, même pas spécialement sur le graphisme, sur les règles, sur plein de trucs auxquels j'avais pas pensé et qui sont vachement importants. Et donc c'est une des choses que j'aimerais dire, c'est rester ouvert sur votre projet, même si vous êtes censé maîtriser le truc, un œil neuf, un œil différent, en particulier sur un truc qui est vachement tech, peut vous aider à faire un projet vachement mieux. Et maintenant, on va passer à la partie rigolote, qui est les tutunes, le financement participatif. Parce que comment financer un projet pareil? Je suis allé voir des éditeurs, et on a bien rigolé. Du coup, ils m'ont dit, bah non. Non, mais quel éditeur de jeu normal accepterait de financer ça? Personne, bien sûr. Je suis allé voir mon banquier, bien sûr, pour lui demander en disant « Ah, j'ai un projet génial !» Et qui m'a dit non, bien sûr. Donc, évidemment, on s'est tourné, je me suis tourné vers le financement participatif ou le crowdfunding, comme on le dit. Donc la première chose, ça a été de calculer la somme qu'il fallait pour faire la première impression. En gros, si vous allez chez un imprimeur, en dessous de 1000 exemplaires physiques, il n'imprimera pas, parce que ça fait chier, donc il ne le fera pas. Parce qu'il y a des réglages à faire, etc. Et qu'en dessous de 1000 exemplaires, pour lui, c'est juste pas sérieux. Donc le calcul de la somme dépendait des frais annexes et de cette barre des 1000 exemplaires. Le principe, c'était de dire, eh ben, je vais lancer un truc de crowdfunding, je vais baser ça sur les précommandes, en disant précommandez votre jeu à un prix préférentiel, et comme ça, vous nous permettez d'imprimer le jeu. Alors je ne sais pas trop comment je suis arrivé à la somme, maintenant je pourrais vous dire que c'est une somme complètement débile et qui n'est pas suffisante, mais je suis arrivé à la somme où en gros, à partir de 12 000 €, j'étais censé pouvoir produire le jeu. On y reviendra après. Ensuite, quelle plateforme de crowdfunding il faut choisir? C'est des Kickstarter, Ulule, Indiegogo, KissKissBankBank. Ça s'est un peu joué à pile ou face, c'est-à-dire Ulule c'était les Français, j'ai dit Kickstarter fallait à l'époque fallait un compte aux États-Unis, fallait une adresse aux États-Unis si c'était chiant. Je me suis dit Ulule, allez hop, sans trop y réfléchir plus que ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors on a lancé la campagne de crowdfunding, je me souviens même plus quelle date, ça devait être septembre, un truc comme ça. Ouais, fin septembre. Fin septembre, ouais, au début, enfin bref. Sur un mois, et la réponse a été très très bonne, puisqu'il y a eu plus de 500 personnes qui ont précommandé leur jeu sur plus de 20 pays. Alors j'ai envoyé des jeux en Afghanistan, au Japon, en France, je sais pas si l'Afghan il l'a reçu. Il y avait un nom français. Et donc en gros, j'ai réussi à collecter la somme miracle de 15 124 €. Ouh là là, c'est trop riche.
Et c'est là où le vrai travail commence. Donc j'avais fait la conception, maintenant il allait falloir commencer à travailler. Donc j'ai créé les fichiers sous InDesign. Je ne sais pas si j'ai des chiffres, je crois que j'avais mis des chiffres à un moment. Non. Je vous spoil un peu, mais Ouais, c'est tu pas grave. spoil là. Non. En gros, j'avais 80 versions des règles, 8 versions majeures des cartes. La version des règles qui a été imprimée n'était pas la bonne version, donc il manque un bout de règle. Mais c'est ce qui fait le côté exclusif de l'impression. Et voilà. Alors, comment j'ai choisi l'imprimeur? Pareil, ma volonté c'était un jeu fait en France, conçu en France, donc je vais le faire fabriquer en France. Erreur fatale, bien sûr. Cartamundi, qui en fait est pas français mais italien, fait fabriquer ses cartes en Belgique, les cartons en France et les assemble en Italie. Voilà. Donc plus bordélique que ça, vous aurez du mal à la trouver. La deuxième chose, j'avais jamais touché à InDesign. Est-ce que quelqu'un connaît InDesign dans la salle? Levez la main. Ah, 2, voilà. 3, ok. En gros, c'est un logiciel spécialisé dans le print. Donc, j'ai jamais touché au print. Je m'y suis mis, c'est pas impossible. Il y a des contraintes un peu spécifiques qui sont liées à l'impression pour les jeux de société. Des trucs de bord tournant où je ne comprenais rien, mais c'est pas grave. Et donc, justement, se mettre aux contraintes de l'impression. Les couleurs, qui sont plus du RGB, qui ne bougent pas d'un écran à un autre. Etc., etc. Et passer par tout un principe que je ne connaissais pas, qui était plutôt rigolo, des bons à tirer. Pour les gens qui ont bossé dans le print, ils doivent connaître ça. Donc j'ai reçu par la poste des espèces de grandes feuilles gigantesques avec les vraies couleurs, avec les vrais trucs, où il fallait que je signe en bas. Alors pareil, si jamais vous faites un truc comme ça, demandez à l'imprimeur qu'il vous en envoie 2. Parce que j'ai été super déçu de le signer et de devoir le renvoyer. J'aurais bien le gardé dans un coin pour faire un poster ou un truc dans le genre. Lui, ça ne lui coûte rien de vous envoyer les 2, donc si vous devez en faire un, demandez-lui-en 2. Et ensuite, il y avait un élément important à prendre, c'était les délais de fabrication. C'est-à-dire, vos fichiers sont prêts, vous les envoyez à l'imprimeur. Il vous dit toutes les bêtises que vous avez fait, d'alignement des cartes, etc. Vous reprenez le fichier de design, etc. Bien sûr, comme c'est une industrie, ils ont des fenêtres de fabrication. Donc ils vous disent, si jamais je le reçois maintenant, il sera traité par machin temps, et vous l'aurez à telle date. Nous, notre objectif, c'était que les gens les reçoivent pour Noël. Et ça a été très short. Et on s'est un peu gouré dans les délais. Donc il y en a certains qui l'ont reçu pour Noël, pas d'autres. Mais en gros, c'est un élément à prendre en compte. Donc voilà, le résultat final. Ah, c'est beau! Et c'est vrai que de passer d'une idée débile lancée en juillet à recevoir les boîtes en décembre, c'est un truc de malade. Alors bien sûr, j'ai fait énormément d'erreurs, par exemple des bouts de règles oubliés, mais c'est un truc qui est juste inimitable, d'être parti d'une idée et d'arriver à un produit physique réel qu'on peut tenir dans les mains. C'est un truc super marrant. Et là, on passe le cauchemar qui commence. Ah! On passe à la logistique et à la livraison. Parce que qu'est-ce que ça veut dire de commander 1000 jeux? Ça veut dire 2 palettes qui arrivent à la maison. Voilà. Voilà. Ça veut dire une centaine de cartons. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, un carton, c'est ça. Il y a 10 jeux à l'intérieur et il y en a une centaine. Je ne sais pas si on a d'autres images. Voilà. À quoi ressemblait mon salon pendant quelques semaines. Un espèce de chantier. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut stocker les jeux. Si vous n'êtes pas à Nyon-sur-Cause comme moi avec une grande maison et que vous êtes à Paris dans un appart de 30 mètres carrés, vous les mettez où les 1000 jeux? Ah, DTC, voilà. Ça c'est une première chose. Vous les stockez où? C'est un premier problème. Ensuite, une partie des logistiques que les gens oublient quand ils font du crowdfunding, c'est la logistique liée à la poste et à l'empaquetage. En gros, j'avais 570 précommandes. Ça veut dire 570 colis à faire, avec toutes les erreurs qu'on peut faire. Pour vous donner un ordre d'exemple, j'avais demandé une estimation à l'imprimeur qui m'avait dit le paquet ferait entre 200 à 250 grammes. Donc j'avais pris comme frais postaux les frais postaux de 250 grammes. Sauf que
le jeu arrive et il fait 257 grammes. Ce qui veut dire qu'on n'est plus sur la plage des 250 grammes, on est sur la plage des 500 grammes. Donc on passe de 4,20 € à 6,15 €, qui est une erreur débile, mais qui est une erreur multipliée par 500, multipliée par 1000. Voilà la grosse erreur. Et aussi empaqueté. Si vous empaquetez dans du carton, c'est plus lourd que si vous empaquetez dans une enveloppe. Un petit conseil, ce que j'ai utilisé, c'est ce qu'ils appellent des enveloppes sécurité banque. J'en ai pas ramené. C'est là-dedans qu'ils mettent du pognon quand vous devez l'envoyer, ou qui sont indéchirables, etc., etc. Et ils protègent plutôt pas mal. Et ils font que 3 grammes pièce. Voilà. Nos amis de la Poste, on va en parler. Alors, vous devez envoyer 570 colis. Comment est-ce que vous faites? Vous allez à la Poste, à Tournon-Saint-Martin, à côté de chez vous, et vous dire « Bonjour, monsieur le postier, je voudrais envoyer 570 colis. » Et il vous envoie un conseiller professionnel. Alors, professionnel avec des guillemets. Et ce conseiller va vous vendre l'application Colissimo en ligne, où vous devez vous taper des copier-coller, des noms et des adresses, et du code postal, et du choix de la ville, pour les 570 adresses. Bien sûr, ils vous offrent une alternative. Vous pouvez les envoyer en chronopost, bien sûr, hein, à 13 € au lieu de 6,15 €. Et là, ils peuvent traiter votre fichier Excel pour l'inclure. Ce qu'ils ne vous disent pas, c'est qu'il y a des API qui existent. Je l'ai découvert 3 mois après, qui vous permettent de préenregistrer les adresses. Alors, un conseil, la logistique et la poste, c'est un des points clés quand vous faites une production physique. Si vous n'y pensez pas, si vous n'êtes pas un spécialiste, vous allez vous casser les dents. Coût de l'envoi, donc voilà, on passe de 4,20 € à 6,15 €. Et le suivi des envois, qui bien sûr, Colissimo vous dit qu'ils suivent les envois, etc. etc. Aujourd'hui, j'ai 37 colis qui sont dans la nature. J'ai fait des lettres de machin truc, et pour l'instant, j'ai eu aucun remboursement. 1 an après, quand même. Donc, voilà, la logistique, c'est l'horreur. C'est l'horreur. Donc, si j'ai un conseil, les produits physiques c'est bien, si vous pouvez numériser ça c'est mieux. Ça vous coûtera moins de pognon. Enfin, en tout cas c'est des choses qui sont super intéressantes et que quand on lance un projet en mode oh, je vais faire un jeu de plateau, ça va être marrant, et ben on se dit pas qu'on va stocker 1000 jeux et qu'on va se prendre la tête avec la poste. Mais c'est une des composantes. Une des composantes qui sont intéressantes. Donc là on avait les jeux, et on a vu un peu l'empaquetage que je faisais, où on disait merci. Le 409e, je sais pas qui c'est. Et là, c'est une partie des trucs qui sont stockés. Donc pareil, si vous avez des copains, des parents qui peuvent vous aider à empaqueter les jeux, c'est bien. Les erreurs apparaissent au grand jour, bien sûr. Alors, maintenant que j'ai les jeux chez moi, maintenant que les gens attendent les jeux dans leur boîte, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous apercevez que vous avez fait une erreur fatale dans le calcul de votre marge. En gros, pour résumer, le jeu devait coûter aux environs de 7 €. Donc, je m'étais dit, si je le vends 14, je me fais une marge de 2, ça va. Sauf que c'était 7 € hors taxe, et pas TTC, et que certaines charges de l'imprimeur me sont revenues derrière. Donc en gros, le jeu m'est revenu à 10 € au lieu de 7, et il a été vendu 14. Ce qui fait que plus de 50% de ma marge s'est envolée. Déjà, c'est une première chose. Ensuite, les plateformes de crowdfunding, c'est très très bien, mais entre le moment où ils vous envoient du pognon et le moment où vous devez leur envoyer un objet physique, certains gens déménagent, d'autres ont mis des adresses bizarres, genre un rue des Poilus, on n'est pas sûr que ça existe. Et quand vous devez envoyer un jeu en Afghanistan qui vous coûte 40 €, vous n'avez pas envie d'en envoyer deux. Donc, dans la nuit, j'ai mis en place un petit outil un peu pourri de confirmation des adresses physiques, en disant s'il te plaît, clique sur le lien et confirme bien que tu habites à cette adresse-là. Aujourd'hui, j'ai encore 43 personnes sur les 570 qui n'ont pas répondu à ce mail-là, et donc, malgré mes nombreuses relances, et qui n'ont pas confirmé leur adresse physique ou les biens. Et donc voilà, ça c'est une deuxième chose. Le coût de fabrication plus élevé, ça je l'ai un peu expliqué, en gros. Alors, on va arriver au truc qui fâche un peu, avec nos amis du LUL. Non, qui sont très très sympas, qui nous ont beaucoup aidés, mais quand vous touchez 15 124 €, en fait, vous pensez que vous allez pouvoir profiter de ces 15 124 €. Sauf que
Bien sûr, vous enlevez la commission Ulule, qui est normale, qui est de 5%, vous enlevez la commission bancaire, qui est de 8%, et dans cette somme-là est inclus les frais de port. Ce qui veut dire qu'en fait, si on enlève toutes les choses, je m'étais fixé une barre de 12 000 € pour pouvoir imprimer les jeux, et bien en fait, quand on fait le calcul, on est en dessous de la barre des 12 000 €. Ce qui veut dire que si jamais votre projet, je sais pas, on va dire, vous avez besoin de 5 000 €, prenez en compte, bien sûr, la commission, ce que j'avais fait, mais prenez aussi en compte que la somme qui est annoncée prend en compte, j'aime bien dire prendre en compte en fait, les frais de port. Je ne sais pas si je suis très clair. Si ouais. Les 6 € fois... voilà. Qui sont pris en compte et qui sont à des burnes de la somme globale. Voilà. La gestion postale cauchemardesque. Alors, big up à la madame qui est à la poste de Tournon-Saint-Martin, qui était la seule, j'ai voulu aller au blanc mais il ne voulait pas, qui était la seule qui m'a pris 300 colis sans broncher en me disant je vais les traiter au fur et à mesure. Voilà. Je me souviens plus de son prénom, mais ce qui en général, les gens ne font pas dans les grandes postes. Ils vous envoient chier et voilà. Elle est partie en retraite anticipée. Non, elle est vraiment très sympa et elle me parle encore. Oui, je peux faire un jeu, je vais même faire une boîte de chocolat. Voilà. C'est ça. Alors, bien sûr, la gestion des conflits. On le voit, alors on l'a vu, puisque sur la page du gamelier sur Facebook, quelqu'un a balancé un commentaire en disant « Ouais, j'ai toujours pas sur mon jeu, un an et demi après, c'est quoi ce bordel, etc. » C'est des choses qui arrivent et qui prennent énormément de temps. Qui prennent énormément de temps parce que vous devez vous justifier, vous devez dire « Désolé, t'as pas reçu ton jeu encore. Est-ce que t'as bien confirmé ton adresse postale? Non, tu ne l'as pas confirmé. Tu peux le faire, s'il te plaît ?» Voilà. C'est des choses qui prennent énormément de temps. Aujourd'hui, dans les plateformes de crowdfunding, il n'y a pas de CRM qui est intégré. Même un CRM de base en disant est-ce qu'il a confirmé son adresse email, est-ce qu'il a confirmé son adresse postale, oui, non, est-ce que je lui ai envoyé, est-ce que le colis est prêt, qui sont censés être des fonctions basiques. Je crois qu'il n'y a que Indiegogo qui le fait. Je dis peut-être des conneries ou KissKissBankBank, mais en tout cas, Kickstarter et Ulule, les deux premiers, ne le font pas. Honte à eux. Et on en arrive au dernier point, le désastre financier. Ah oui, vous dites, oh là là, 15 124 €, mais tu dois avoir plein de thunes. Et le problème est que non, bien sûr, parce qu'en gros, alors, votre banquier est super sympa, il est super content. Tout d'un coup, il y a plein de thunes sur le compte en banque, donc il vous appelle pour faire des placements. Sauf que 2 jours après, eh ben, il reste 300 € sur le compte, parce que vous avez payé tous les frais, vous avez payé l'imprimeur, etc., etc. Et donc, il ne reste plus grand-chose. Mais ce qui est important, c'est d'abord le jeu et les gens qui y jouent. Comme c'est beau. Quelques conclusions. Alors, il reste encore une 50aine de jeux à livrer, que j'ai pas pu livrer parce que pour l'instant, j'ai pas d'argent pour payer les frais de port, mais qui seront livrés, que les gens se rassurent. Tous les gens qui ont précommandé recevront leur jeu. Alors oui, ça fait 1 an qu'ils attendent leur jeu. En gros, ça a plus ou moins mis à mort la boîte que j'avais créée pour faire du développement web et d'autres trucs. C'est pas grave, mais je me suis engagé. Non, mais je me suis engagé personnellement parce que c'est un projet qui est super personnel et tous les gens seront livrés. Idem, il y avait des t-shirts qui vont être envoyés. Si. J'ai commandé les t-shirts, ils sont même au lab, mais pour l'instant j'ai pas encore les thunes pour les envoyer. Mais ils vont être envoyés. Donc un désastre financier, mais une aventure super intéressante. Avec des gens géniaux, Pascal, Krillin, Pim, et tous les gens qui envoyaient des messages super sympas. La dernière chose, apprenez de mes erreurs. Le crowdfunding c'est bien, mais bordez, calculez, prenez une marge de ouf, et ne faites pas comme moi, dites ah, je vais le faire à 14 € parce que faites-le à 140 €, et au moins vous serez sûr de pas crever la dalle. Et puis, je sais pas ce que j'ai mis sur les autres slides, c'est pas grave. Je te bleu dans le futur, bien sûr. Le jeu est toujours en licence Creative Commons. Vous pouvez le télécharger, vous pouvez l'imprimer, vous pouvez faire des extensions, colorier vos cartes vous-même si vous voulez rigoler. L'objectif, bien sûr, c'est de continuer à livrer les jeux qui sont précommandés.
Il reste encore quelques jeux à vendre. Ouh là là, il y en a une cinquantaine, pas plus, et le jeu sera jamais réimprimé. J'en ai amené 10 ici, pour ceux que ça intéresse. Bien sûr, il y a des extensions qui sont possibles. Alors, l'extension la plus bizarre que j'ai reçue, c'est une extension jQuery pour JTE. C'est ça le Voilà. Voilà. Et je pense que dans le futur, la solution, c'est ce qu'on appelle la micro-production. On pourra en parler si ça intéresse des gens. C'est en gros faire des batchs de 10, 20 jeux faits à la main, imprimés par un imprimeur, mais façonnés à la main et qui vous permettent de ne pas perdre votre pognon. Et le dernier point, c'est un e-book que je suis en train de créer, qui est le guide du crowdfunding, où je raconte tout ça, mais encore plus détaillé, avec plein de détails, avec des chiffres et des trucs, pas spécialement pour vous dégoûter du crowdfunding, mais juste pour vous dire, c'est pas la solution miracle, c'est un bon moyen pour financer vos projets, mais il y a des pièges à éviter. Les autres projets, parce que je te me laissais bien, mais il y a d'autres projets. Le Rural Lab. Ouh, qu'est-ce que c'est le Rural Lab? C'est le premier Fab Lab rural de l'Inde. Viendez à Nyon-sur-Creuse, quand même que c'est bien. Si vous avez des questions sur, vous pourrez toujours me poser des questions. La Grotte du Barbu, bien sûr. La barbitude et le DIY depuis plus de 4 ans. 120 épisodes. Oulala, je me fais de la pub, hein, j'en profite. Ceux qui veulent contacter, Pascal Mabi, Babozor, tout plein de trucs. Est-ce que vous avez des questions?